Suivez-moi dans ce nouvel épisode dans les coulisses d'une aventure en plein cœur de Pointe-Noire au Congo, où chaque décision est cruciale et chaque obstacle un défi à surmonter, où les enjeux politiques se dressent comme des défis redoutables. Entre les jeux de pouvoir, les différences culturelles et le défi des compétences techniques, chaque étape de cette mission est un test de résilience. Dans l'obscurité des complots et des mystères, je dois choisir entre vérité et dissimulation, sachant que chaque décision peut sceller le destin de la mission et de ceux qui la mènent. Plongé dans les coulisses d'une aventure où chaque décision est cruciale et chaque obstacle un défi à surmonter. Nous voilà, ma collègue et moi, fraîchement débarqués à Pointe-Noire au Congo, prêtes à plonger dans une mission de gestion du changement d'un système d'information pour une filiale bancaire. À peine arrivés, nous sautons dans un taxi en direction d'un restaurant au bord de mer pour rejoindre nos collègues. À travers la fenêtre du taxi, la chaleur moite de la ville enveloppe nos visages, tandis que les rythmes enivrants de la musique locale, aux accents religieux, résonnent dans nos oreilles. Je remarque également les femmes, qui marchent avec une lenteur calculée, cherchant à éviter l'épuisante torpeur de la chaleur étouffante. Une fois installés au restaurant, et les collègues en profitent pour nous faire un point d'étape. Nous sommes prêtes alors à affronter les défis à venir lors de notre mission. Suite à nos premiers déplacements et au travail acharné que nous avions effectué pour nous faire accepter, nous avions établi la stratégie d'accompagnement que nous avions présentée aux dirigeants et l'équipe cliente était plutôt accueillante et ravie du changement qui allait être opéré. Notre chemin semblait alors tout tracé. Notre feuille de route pour ce déplacement était claire, nous étions là pour sélectionner des futurs formateurs au sein de l'entreprise. Ces derniers allaient former eux-mêmes leurs collègues à travers le pays, car ils étaient près de 1000 et le temps était compté. Avec des personnes motivées, la tâche avait l'air aisée. Nous arrivions alors quasi persuadés que ce déplacement serait une formalité. Mais c'était sans compter sur quelques imprévus et un obstacle de taille. Il est tôt. Les entretiens ont lieu le lendemain de notre arrivée. Aujourd'hui, nous rencontrons le directeur de la filiale et ses proches collaborateurs et il en profite pour nous parler de la liste des formateurs proposés. Alors, je vous dis tout de suite, concernant la liste des futurs formateurs, la RH est venue me voir et on a listé ensemble 15 profils dont je suis sûre qu'ils vont être les bons interlocuteurs. D'ailleurs, M. Jean-Claude, ici présent, fait partie de cette liste et c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Il est apprécié de tous, connaît très très bien les équipes et il fera, j'en suis persuadée, un excellent formateur. Là-dessus, il donne à M. Jean-Claude une bonne tape sur l'épaule, engageante, et M. Jean-Claude dit acquiescé. « Bien sûr, monsieur le directeur, vous pouvez me faire confiance, j'ai déjà fait ça à plusieurs reprises, ça ne me pose pas de soucis. Et vous verrez que vous n'avez aucune inquiétude à avoir, dit-il en nous regardant l'air sûr de lui, jovial et souriant. Sur ce, les autres collaborateurs de la banque entourant M. le directeur et M. Jean-Claude hochent la tête à l'affirmative et certains expriment faiblement « Oh oui, excellent, M. Jean-Claude ». Est-ce que les propos de M. Jean-Claude devaient nous rassurer ? De prime abord, oui, me direz-vous. Pourtant, M. Jean-Claude, que nous n'avions encore jamais rencontré auparavant, et aussi sympathique était-il, avait dit une phrase qui aurait dû nous interpeller. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Est-ce que la réaction de l'entourage devait nous rassurer ? Et le directeur d'enchaîner en s'adressant à moi. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt, si vous me permettez, de passer ces entretiens à ces 15 personnes. Et surtout à M. Jean-Claude, le choix est fait. Aïe, que répondre à cela ? J'ai besoin, quand je mets en place une méthodologie d'accompagnement que nous avons pris le temps de personnaliser, de m'imprégner des relais qui vont l'accompagner, de les connaître aussi bien dans leurs points d'amélioration que dans leur qualité, pour savoir sur quels sujets ils peuvent être fiables les yeux fermés ou sur quoi on peut peut-être les aider avant de les lancer dans l'arène. D'autant que, généralement, c'est souvent la première fois qu'ils sont impliqués en tant qu'acteurs clés dans la gestion du changement. Mais face à un tel argumentaire et venant de la direction générale,
Le moment est délicat. Je réfléchis rapidement et appuie mes propos sur notre méthodologie tout en mettant en valeur M. Jean-Claude qui a peut-être toutes les qualités brossées, mais que je ne connais pas pour l'heure. Monsieur Jean-Claude, je suis ravie de faire votre connaissance et surtout ravie que monsieur le directeur nous propose un profil comme le vôtre. Cela va grandement nous aider dans notre démarche. Effectivement, à la vue du portrait plus que flatteur que monsieur le directeur vient de faire de vous, nous pourrions passer outre l'interview de sélection, mais vous savez, il est important dans une démarche d'accompagnement de faire en sorte de rendre légitimes les profils choisis pour être formateurs. Car les gens vous connaissent pour vos compétences liées à votre métier au quotidien. Et ils ont besoin, même s'ils ne le disent pas, d'être rassurés sur le nouveau rôle que vous allez jouer. Oh, mais vous savez, je forme régulièrement les équipes. Bon, pas sur les mêmes sujets, c'est vrai, plutôt sur les produits et autres. Donc la formation, ça me connaît. Je suis dans le métier depuis plus de 15 ans, on me connaît bien, répond M. Jean-Claude toujours très dynamique et souriant, ce qui semble conforter la position de M. le directeur. Les collaborateurs acquiescent à nouveau. Oui, c'est sûr, il est connu. Et M. le directeur d'enchaîner. Vous voyez qu'on vous met à disposition la perle de la perle pour que tout se passe pour le mieux. Toujours avec la petite tape sur l'épaule de M. Jean-Claude qui prend encore plus confiance en lui. Oui, ça se complique vraiment. Et pourtant, je ne sais pas encore pourquoi, mais une petite voix intérieure me dit de rester focus sur la démarche et de maintenir les entretiens pour tous. Je trouve alors un argumentaire imparable. Monsieur le directeur, si vous le permettez, nous sommes venus spécifiquement pour cette thématique de recrutement des futurs formateurs. Or, si nous ne tenons pas les entretiens, nous risquons de mettre en péril la démarche que nous avons présentée au comité d'administration. Il vaut mieux suivre ce qui a été validé par l'ensemble du comité, ne pensez-vous pas ? De toute façon, pour M. Jean-Claude, ce sera un exercice de style, une simple validation rapide et sûrement pour les 15 autres aussi d'ailleurs. Mais nous obtiendrons au moins des chiffres sur lesquels appuyer la décision de mobilisation de ce personnel et cela renforcera d'autant plus la sélection que vous avez faite. En plus, certains de vos collaborateurs sont déjà en route ou sont venus de loin pour passer ces interviews. Ça les met en valeur. Il ne faudrait pas leur dire que finalement il n'y a rien qui se fait. Et puis, cela nous permettra de faire connaissance avec l'ensemble des personnes qui vont faire partie de l'équipe conduite du changement et sur qui nous allons pouvoir nous appuyer, voire de répondre à leurs questions éventuelles. Par chance, le directeur approuve l'argumentaire et nous demande de venir lui présenter le bilan des entretiens une fois l'ensemble des interviews terminées, d'ici 4 jours. Ouf, on a eu chaud. Bon, si ce qui a été échangé est vrai, les entretiens devraient se dérouler comme une lettre à la poste. Nous continuons nos occupations ce jour-là et finalisons les derniers préparatifs logistiques avec l'équipe locale pour le lendemain. Une sélection de futurs formateurs est toujours un processus intéressant pour le consultant. Ces séances permettent de mieux connaître les populations pour qui le changement va être adressé et donc de mieux adapter la démarche. Nous avions demandé à la direction des ressources humaines de nous communiquer une liste de futurs formateurs potentiels basée sur une fiche profil type que nous avions établie. L'équipe RH nous avait rapidement retourné cette petite liste et de mémoire, nous en avions besoin d'une quinzaine et nous en avions demandé une trentaine pour avoir plus de choix. Nous étions fin prêtes pour cette prochaine étape clé de notre démarche d'accompagnement. En travaux préparatoires, nous avions établi un questionnaire adapté au contexte de la filiale, une grille d'évaluation et un exercice de mise en pratique pour pouvoir évaluer de manière plus pertinente la capacité du collaborateur à être formateur. Les plannings de passage avaient été établis sur 3 jours au cours desquels nous aurions à enchaîner les entretiens. L'idée était que nous recevions un candidat pendant qu'un autre préparait l'exercice pratique, qu'il venait ensuite de nous présenter, comme s'il était formateur du sujet, et ce pendant que le premier candidat préparait à son tour l'exercice pratique. Tout était chronométré pour pouvoir assurer ces 3 jours et pouvoir sortir un bilan à l'issue de ces interviews. Évidemment, nous allions briefer chacun des participants sur la démarche, les rassurer et surtout leur expliquer que l'idée n'était pas de faire des slides parfaits, mais de voir déjà les terminologies clés qu'ils retenaient et qui pouvaient les guider dans leur présentation. Nous allions ainsi pouvoir nous rendre compte de leur capacité à synthétiser, à présenter un sujet tant oralement que via l'outil informatique et du niveau de pédagogie qu'ils pouvaient avoir, point évidemment essentiel au bon déroulé des formations. Les formateurs auraient d'ailleurs à s'approprier des slides établis par l'éditeur, mais également devaient travailler à améliorer la présentation, en intégrant les nouveaux processus, les exercices pratiques, etc. Nous avions décidé de choisir un article d'un journal local sur lequel le futur formateur aurait 20 minutes de préparation sur un ordinateur mis à disposition. Il devrait ainsi faire quelques slides sous PowerPoint et nous restituer le tout après le temps écoulé pendant 10 minutes.
Nous avions évidemment pris soin d'éviter les sujets politiques, trop économiques et les sujets trop légers. Nous avions opté pour un article de sport populaire mettant en valeur la réussite de l'équipe nationale. Le jour J des entretiens arrive. Nous avons prévu avec ma collègue de recevoir les candidats en même temps de manière à établir chacune nos évaluations que nous pourrons comparer en fin de cycle et pondérer pour donner un classement. Le premier candidat arrive. On le laisse se présenter, on suit notre questionnaire, on le met à l'aise et au bout de quelques minutes, on lui remet l'article à étudier et on lui explique la procédure. Ma collègue l'accompagne devant l'ordinateur prêt et ouvert sur un nouveau fichier PowerPoint. Le candidat s'installe, somme toute à l'aise et se met devant l'ordinateur. Nous lui indiquons qu'il a 20 minutes à partir de maintenant et que nous viendrons le chercher ensuite pour la présentation. Il acquiesce et nous dit « à tout à l'heure » avec un grand sourire. Pendant ce temps, le second candidat arrive et nous procédons de même. Ainsi, quand l'un finit l'étude de l'article, nous le reprenons et mettons un autre candidat à sa place. Tout est rodé, tout sauf. Le premier candidat a terminé l'étude et ma collègue va le chercher, enregistre le fichier réalisé sur une clé USB tout en accompagnant le second candidat devant l'ordinateur. Ma collègue entre dans la salle accompagnée du premier candidat. Nos regards se croisent et je vois un œil plutôt étonné, ou peut-être même inquiet. Pour ma part, j'ai hâte de voir les premiers slides de ce candidat. Je mets à nouveau à l'aise le candidat. « Rebonjour Madame Myriam, ça va? Tout s'est bien passé ?»« Oui, me répond-elle d'un brin hésitant. Mais hésitation que je ne relève pas sur le coup. Alors, voyons ce que vous avez compris de ce fameux article. » Ma collègue ouvre le fichier PowerPoint. Le suspense est à son comble. « Est-ce que c'est bon? Le fichier est ouvert ?»« Oui, me répond ma collègue, elle aussi hésitante. » Elle tourne l'ordinateur et la candidate se prépare avec ses notes à regarder l'écran. Et là, le slide est blanc. Avec une seule phrase saisie, en l'occurrence, le titre de l'article. Le silence envahit la salle. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors tout de suite, dans l'idée de ne pas braquer la candidate, je fais comme si de rien n'était et enchaîne. Très bien, alors parlez-nous de cet article. Mettez-vous dans la peau d'un formateur et présentez-nous de manière la plus fluide votre compréhension du sujet. Alors voilà, comme on peut le voir sur le slide, il s'agit du championnat de « Et la voilà partie ». Elle argumente, explique, illustre plutôt bien finalement, mais rien ne bouge au niveau des slides. Je lui pose la question « Super, merci pour cette restitution claire. C'était facile pour vous cet exercice ?»« Oui, le sujet est un sujet connu, donc ça a été. Et les slides, vous avez manqué de temps ?»« Non, en fait, je ne connais pas l'outil et j'utilise très peu l'ordinateur. Juste pour naviguer, alors j'ai juste eu le temps d'écrire ça. » Bon, nous la rassurons sur la qualité de sa restitution, nous la remercions et j'indique sur le support d'évaluation très bon profil, mais peu de connaissances de l'outil informatique. Le troisième candidat arrive. On enchaîne les explications et on reçoit le second candidat pour sa démonstration. Là, discours fluide, belle présentation, nous sommes conquises. Les candidats en fait se suivent mais ne se ressemblent pas. Globalement, les personnes comprennent le sujet mais ont du mal à transmettre les informations. Il leur manque le côté pédagogique essentiel au rôle de futurs formateurs. Là où nous tombons des nues, c'est que sur les 30 personnes rencontrées, près d'un quart ne sait même pas utiliser une souris d'ordinateur. On va donc au-delà de la simple maîtrise d'un logiciel informatique. On parle de difficulté de maîtrise de l'outil informatique. Et surtout, si ces personnes ont été sélectionnées comme les meilleures à même de transmettre à leurs collègues, il va falloir prévoir des formations techniques supplémentaires que nous n'avions même pas envisagées au départ. Mais bon, limite, tout cela était maîtrisable. Heureusement en tout cas que nous avions insisté pour pouvoir mener ces entretiens. Non, l'obstacle de taille était identifié, il s'agissait de Monsieur Jean-Claude. Vous vous rappelez? La personne appuyée par Monsieur le directeur lui-même qui a déjà été formateur à plusieurs reprises et qui est connu et apprécié de tous? Eh oui. Quand Monsieur Jean-Claude est arrivé toujours souriant et dynamique, nous étions finalement plutôt sereines, ma collègue et moi, à la vue de nombreux compliments entendus. Et pourtant, ce monsieur très gentil du reste était extrêmement bavard et se perdait dans des explications. Il était très compétent sur différents sujets, mais n'était pour le coup pas pédagogue du tout. Et nous ne pouvions compter sur lui, d'autant que l'outil informatique lui était complètement inconnu. Sans nous concerter, ma collègue et moi-même lui avions mis les notes les plus basses. Sur les 15 collaborateurs proposés, seuls 30% correspondaient à notre besoin. Avec les 15 autres demandés, nous arrivions au compte nécessaire, mais que faire avec Monsieur Jean-Claude? Avions-nous émis un jugement hâtif? Après une longue discussion avec ma collègue, nous étions convaincus des résultats.
Mais alors, comment le dire au directeur qui ne tarissait d'éloges sur ce monsieur? Sans compter le fait que sur les 15 personnes qui nous avaient conseillé, seules 5 étaient vraiment adaptées à notre besoin. Bon, sur les 15, nous pouvions, via des formations outils complémentaires et une sensibilisation au métier de formateur, pallier au manque. Mais pour monsieur Jean-Claude... Le jour de présentation du bilan au directeur arrive, et je décide d'y aller franchement. Je présente la démarche déroulée, le taux de participation, les niveaux obtenus, et j'explique que plusieurs personnes auront besoin d'un complément de formation, et c'est finalement plutôt bien perçu. Le directeur a compris que finalement le déroulé des interviews nous a évité bien des déboires. On en vient alors à monsieur Jean-Claude. Comme j'ai expliqué la méthodologie et les résultats ressortis, monsieur le directeur est étonné des résultats obtenus. Il contacte de suite quelques personnes et leur pose directement la question. Dites donc, monsieur Jean-Claude, il est bon en formation ou pas? Et dis-moi vraiment ce que tu en penses, s'il te plaît. Je ne te parle pas de sa connaissance produit et de son capital sympathie, mais vraiment du côté pédagogue. Et là, les langues se délient. En fait, ce monsieur Jean-Claude est tellement sympathique que les gens n'osaient pas lui dire qu'il ne savait pas former. Le directeur tombe des nues, mais comprend encore plus l'intérêt de notre démarche. Maintenant, que faire avec monsieur Jean-Claude? Imaginez sa déception si on lui présentait ses résultats. Ce serait pour lui une incompréhension totale, il pourrait se démotiver dans son travail quotidien alors que c'est un sujet qu'il maîtrise extrêmement bien. J'en viens alors à une suggestion. Monsieur le directeur, en analysant la situation à la vue des résultats obtenus et suivant les délais serrés des agendas de déploiement, je suggère que nous mettions en place des binômes de formateurs. Cette démarche a de nombreux atouts, notamment celui de pallier aux absentéismes éventuels. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de situation. De ce fait, on pourrait mettre monsieur Jean-Claude en binôme avec quelqu'un de plus junior, mais qui se trouve dans le haut des résultats. Comme ça, on pourra lui expliquer qu'il va jouer un rôle de mentor et d'appui et qu'il faudra qu'il assiste le junior. Ça valorisera tout le processus et on évitera un gap de formation. Le directeur était ravi que je lui ôte cette épine du pied. Ainsi, monsieur Jean-Claude pouvait continuer à animer les collaborateurs et leur faire bénéficier de son expertise produit, tout en apprenant auprès d'autres à former et à découvrir l'outil informatique. L'honneur de tous était sauf. La situation aurait bien pu mal tourner si l'on n'avait pas procédé à ces interviews, et la mise en place de binômes a réellement permis de sauver la mise. Les enjeux politiques peuvent parfois prendre le dessus dans ce type de mission, mais il faut absolument essayer de jongler avec, tout en gardant une ligne de conduite pour ne pas prendre des risques inutiles qu'on pourrait vous reprocher par ailleurs. À partir de cette expérience, plusieurs conclusions en termes de gestion du changement peuvent être tirées. D'un point de vue évaluation des compétences déjà, il faut définir des critères clairs et objectifs pour évaluer les compétences des acteurs clés en tenant compte des enjeux politiques susceptibles d'influencer les décisions de sélection. Utiliser des méthodes d'évaluation standardisées telles que des entretiens structurés ou des exercices pratiques pour garantir une évaluation équitable et précise indépendamment de pressions politiques. Impliquer également plusieurs parties prenantes dans le processus d'évaluation afin d'obtenir une perspective holistique des compétences des candidats et réduire ainsi les biais politiques potentiels. La communication doit être transparente. Communiquer clairement les critères de sélection et les attentes envers les futurs formateurs dès le début du processus, en soulignant l'importance de maintenir une approche objective malgré les influences politiques. Expliquer aux parties prenantes l'importance des critères objectifs dans le processus de sélection pour garantir la crédibilité et la légitimité des choix effectués, tout en mettant en lumière les défis potentiels liés aux enjeux politiques. Encourager également les feedbacks ouverts et constructifs de la part des parties prenantes pour favoriser une communication transparente et une compréhension mutuelle des enjeux politiques et des objectifs organisationnels. Adopter une approche flexible et créative. Il faut être prêt à ajuster la stratégie et les méthodes de sélection en fonction des défis imprévus rencontrés sur le terrain, tout en restant fidèle aux critères objectifs établis. Rechercher des solutions innovantes et adaptées à la situation spécifique en tenant compte des enjeux politiques, tout en exploitant les compétences et les ressources disponibles. Et valoriser la créativité et la flexibilité dans la résolution des problèmes en encourageant l'exploration de nouvelles approches et l'expérimentation de solutions alternatives, tout en gardant à l'esprit les contraintes politiques et organisationnelles. Il est important également d'avoir une certaine sensibilisation aux dynamiques politiques internes.
Comprendre les jeux de pouvoir et les alliances politiques internes peut aider effectivement à anticiper les réactions et les obstacles potentiels lors de la mise en œuvre du changement. Il est essentiel pour cela de former les équipes sur ces dynamiques et de les encourager à maintenir une communication ouverte et transparente pour naviguer au mieux dans ce contexte. L'établissement de relations stratégiques est également fondamental. Investir dans le développement de relations solides avec les parties prenantes peut faciliter l'acceptation et la mise en œuvre du changement. En identifiant et en impliquant les acteurs clés dès le début du processus, il est possible de gagner leur soutien et d'atténuer les résistances potentielles. Les stratégies de communication doivent être adaptées. Il faut reconnaître l'importance des discours politiques et adapter les messages en conséquence pour favoriser une meilleure réception du changement. En utilisant un langage et des arguments qui résonnent avec les priorités et les préoccupations politiques des différentes parties prenantes, il est possible de susciter un plus grand soutien et engagement envers la transformation organisationnelle. Enfin, il faut absolument garder en tête une gestion proactive des conflits. Anticiper et gérer les conflits potentiels liés aux enjeux politiques est essentiel pour prévenir les retards et les blocages dans la mise en œuvre du changement. En identifiant les sources de conflits et en facilitant les discussions constructives entre les parties prenantes, il est possible de résoudre les différends de manière efficace et de maintenir l'élan du processus de changement. Comme quoi, il ne suffit pas de... C'était Ariane Changeux, exploratrice du changement. Restez curieux et connectés pour la suite du Ariane Change Picture Show.